de véritable courage en affirmant la défiance par rapport à la trahison du monde politique, à le désamour que Emmanuel Macron entretient avec l'armée française. Donc le général Coustou est un de ces vrais militaires au service de la France et il va nous faire l'honneur de s'adresser à nous aujourd'hui pour rappeler qu'avec Sainte Jeanne d'Arc, l'armée est au service de la France. Merci. Si vous payez avant d'avoir la marchandise, c'est imprudent. Monsieur l'abbé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec Jeanne d'Arc, l'armée au service de la France. Cher Alain Escada, lorsque j'ai reçu le libellé du devoir de vacances que vous m'avez confié, j'ai tout de suite pensé que le sujet était sans objet, car comportant un double pléonasme. En effet, au service de qui ou de quoi l'armée peut-elle être autre que la France? Et puis, ce serait faire injure à Jeanne d'Arc que de douter de son patriotisme. Aussi, je tenterai simplement de montrer la synergie engendrée par l'union entre un exceptionnel chef de guerre qu'est Jeanne d'Arc et notre armée. Cependant, permettez-moi une précaution oratoire. Un général n'est bon en rien. Je ne l'ai pas dit à rien. C'est pourquoi mon approche demeurera générale, à défaut d'être convaincante. Tout d'abord, comme je l'ai fait lors de la marche de la fierté française le 26 mars dernier à Paris, je rappellerai quelques fondamentaux sur ce qu'est l'armée. Celle-ci est constituée d'une communauté de soldats qui ne sont ni de la chair à canon, ni des faire-valoir, ni des robots, ni même des mercenaires. Hommes et parfois femmes. Le soldat est un être humain qui a accepté de donner sa vie pour la France si les circonstances l'exigent. Un détail qu'il est bon de rappeler quelquefois. Le soldat tue sur ordre, mais peut également se sacrifier sur ordre. Quel abîme le distingue de l'état d'esprit ambiant, matérialiste, individualiste, ludique et privé d'une dimension spirituelle cruellement ignorée, voire oubliée. Le soldat, cellule de base de l'armée, est capable de grandeur, mais a aussi ses faiblesses, car il demeure un être humain. C'est d'ailleurs la camaraderie, l'esprit de corps, qui l'aide à surmonter les épreuves individuelles et ou collectives, en particulier dans l'adversité. L'armée n'est pas simplement une entreprise sous la direction d'un manager, mais une communauté humaine aux ordres d'un chef. Tandis que l'entreprise n'a de cesse de produire un maximum de profit au nom d'un marche ou crève, souvent dénué d'humanité, l'armée permet, voire exige, jusqu'au sacrifice suprême, en élevant l'exécutant aussi haut que lui commande son honneur.
Ces quelques faits ne séparent pas l'armée du peuple qu'elle sert, mais simplement l'en distingue par des valeurs trop souvent occultées. Bien sûr, cet édifice est non exempt de fragilité, mais il se révèle d'autant plus solide que la relation entre l'armée et son chef repose sur une indéfectible confiance réciproque. Cependant, l'armée ne sert ni un ministre, ni un président, ni un régime politique, mais la France. En revanche, elle obéit au chef des armées qui, selon le régime actuel que se sont donné les Français, est le président de la République. C'est pourquoi l'armée constitue la force légitime au service de la France, donc du peuple, afin de préserver ses intérêts lorsqu'ils sont menacés. Jeanne d'Arc, on va quand même pas l'oublier, pour sa part, a souvent été présenté comme un chef de guerre hors pair, c'est-à-dire le chef d'une armée en campagne non engagé pour d'éphémères acquis, mais afin de redonner à la France le rang qu'elle n'aurait dû jamais perdre. Jeanne, jeune et humble paysanne, n'aurait sans doute pas été sélectionnée par un cabinet de conseil pour ses capacités guerrières initiales. Sa personnalité n'aurait non plus satisfait aux critères algorithmiques de notre époque pour un tel emploi. De plus, une jeune vierge, pensez donc, un mot qui tente à s'estomper dans notre belle langue française. En fait, Jeanne portait en elle beaucoup plus que ce qu'on peut légitimement exiger d'un grand chef. Elle possédait la vertu et aussi et surtout la foi à déplacer les montagnes, ce qu'elle fit. Il a été écrit que la triple donation, dont un brillant prochain intervenant nous parlera, je crois l'avoir aperçu, constituait l'acte le plus important de l'histoire de France. Bien sûr, comme nous l'a rappelé saint Thomas, des conditions matérielles suffisantes permettent à la vertu de se manifester. En clair, quand on n'a rien à manger, on n'est pas enclin à philosopher. Mais, outre sa force morale, sa volonté et sa confiance sans borne envers son Seigneur ont fait d'elle le grand chef qui a osé d'abord solliciter son roi avec humilité et fermeté, ensuite insuffler à son armée la foi qu'il habitait afin de bouter hors de France l'ennemi présent, rétablissant ainsi la France sur le podium qu'elle méritait. Ça me fait loucher ce truc-là. Cependant, au-delà de sa mission du moment, Jeanne a aussi été décrite comme l'inspiratrice de futures victoires, dont certaines encore à venir. Pourrait-elle donc conduire notre armée de nos jours? C'est ce que nous allons maintenant envisager. Avant toute bataille, le chef mène une étude
détaillé des différentes conditions de l'engagement. En particulier, une connaissance la plus exhaustive possible de l'ennemi s'impose car déterminante. Mais d'abord, y aurait-il quelques similitudes entre l'époque de Jeanne et la nôtre? Au moins une, et qui constitue l'essentiel, à savoir que ce n'est pas l'avenir de la France au gré d'une bataille qui est en jeu, mais le devenir, c'est-à-dire l'existence même de la patrie. Bien sûr, comme nous l'avons dit, nous resterons dans des constitutions générales. Au cours de son histoire, la France a affronté de nombreuses et dramatiques épreuves, mais s'est relevée. Défaites militaires, crises économiques ou financières, catastrophes naturelles ou technologiques. La France a survécu. Mais aujourd'hui, l'enjeu est ailleurs. Nous le savons bien. Une véritable crise civilisationnelle menace la France d'être ramenée au rang d'un anonyme territoire parmi les quelques 200 pays de la planète, noyés par ce nouvel ordre mondial qui s'incarne de façon aussi visible aujourd'hui au travers des mesures liberticides de tous ordres qu'on nous impose. Soyons lucides. Parmi les deux événements que je vais évoquer maintenant, lequel a été le plus dangereux pour la France? Le premier tout d'abord, en 1938, après la rencontre à Munich d'Hitler avec Chamberlain et Daladier, ce dernier laissa échapper, au vu de la foule qui l'acclamait, son fameux « Ah les cons !» Je ferme les guillemets. Car il savait bien qu'il avait trahi par un manque de courage que plus tard Solzhenitsyn nous opposera comme la raison de notre future perdition. Churchill, pour sa part, avait immédiatement diagnostiqué que l'honneur bafoué pour éviter la guerre ne nous évitera pas la guerre. On connaît la suite, mais la France a retrouvé sa place dans le concert des nations. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, pour ne citer que cet improbable succès de notre grand retour sur la scène internationale, la France s'est donc en partie relevée du désastre de 1940. Le second événement, récemment, lorsque le mal nommé mariage pour tous a fait l'objet d'une intronisation législative, attaquant ainsi la cellule de base de notre société qu'est la famille, c'était instiller le ver dans le fruit. Plus tard, plusieurs ténors de notre monde politique, dont les noms ne méritent pas d'être cités, ont admis que maintenant les Français s'étaient habitués et qu'il n'y avait pas lieu de changer cette disposition. Qu'il soit clair qu'il ne s'agit pas de juger tel ou tel. Et l'étiquette qui se termine, avec le mot qui se termine par phobe, est sans objet dans ce dossier. Il s'agit simplement de souligner l'imposture faite à notre société dont les racines chrétiennes sont reconnues par tous. Les affaires privées relèvent du privé. En effet, nous savons bien que cette prétendue avancée sociétale n'est que le fruit de la tyrannie des minorités dénoncée par Valérie Bugeaud au travers du fameux état de droit, simple outil, selon elle,
pour imposer la tyrannie. Si le premier événement, le désastre de 40, n'est plus qu'un très mauvais souvenir, en revanche, le second est d'une autre nature. Elle nous a infligé une blessure si profonde dont on perçoit mal le dénouement à vue humaine. Plus globalement, quelle est la cause du délitement de la France? Car c'est bien de cela dont il s'agit. On nous sature avec les valeurs de la République. Quelles sont-elles donc? Par la Révolution, la République est née dans la douleur d'une césarienne pratiquée à la guillotine, puis baptisée dans le sang de la terreur et des guerres de Vendée. Nos parlementaires seraient bien avisés pour une fois de faire une juste repentance au regard de ce qu'on a pu appeler le premier génocide des temps modernes. Considérant les fruits amers engendrés par l'arbre de la Révolution, on ne peut s'empêcher, une fois de plus, de se souvenir de cette phrase fameuse prononcée par notre grand Bossuet: « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes. » Vous pouvez prendre des notes, hein. La déchristianisation avec l'oubli du Créateur qui l'accompagne, voulu et mené par la franc-maçonnerie et autres anticléricaux, constitue le grand vide de notre actuelle société, car, nous le savons bien, on ne peut servir de maître. Et comme nous l'enseignait notre regretté Père Marziac, en enfer, il n'y a que des volontaires. Notre ennemi est culturel, moral, spirituel. Il convient donc de ne pas se tromper, ni d'ennemis, ni de combat, ni des moyens pour vaincre. Chers amis, je ne m'éloigne pas du sujet, bien au contraire. Je souhaitais simplement vous dire qu'au regard de la défense, qui n'est pas que militaire, on parle de guerre économique et de défense économique. La défense est globale. Aujourd'hui, nous comprenons bien que la menace pour la France peut être militaire, mais pas seulement, ni prioritairement. C'est pourquoi l'armée, par les valeurs qu'elle diffuse, constitue un des derniers remparts contre le délitement de la France, et Jeanne d'Arc, par les vertus et la foi qu'elle incarne, doit inspirer tous les soldats de France. D'abord, bien sûr, ceux qui, en uniforme et portant les armes, doivent entraîner tous les patriotes par l'exemple qu'ils donnent, mais aussi tous les Français, dont nous tous, qui, inspirés par notre sainte patronne secondaire de la France, dans son sillage, avons à bouter hors de notre sol et de nos têtes le nouvel ennemi de ce jour. À ceux qui désespéreraient de la situation aujourd'hui, écoutons Jeanne d'Arc qui nous a dit « Dieu nous donnera la victoire, encore faut-il que le chevalier bataille ». Si le peuple soutient son armée, inspiré et protégé par Jeanne d'Arc, ne doutons pas que la France survive. Alors, aux armes, chevaliers!